Bonjour à tous, bienvenue à C'est à l'érable. Ici avec vous, Daniel Cameron, qui anime le premier épisode depuis le départ de notre cher ami Hedy. Et avec moi, j'ai Alex Rupert. Comment ça va, Alex? Ça va très bien et toi? Oui, merci. Il me semble que ça manque un petit quelque chose. Mais oui, on salue notre ami Adi qui est maintenant un fier, fidèle auditeur de notre podcast. On te salue, puis on va, on va continuer à donner de l'information sur le foot canadien, puis on va continuer à porter ton projet et on va honorer tous les efforts que tu as mis dans ce beau podcast. Exactement, j'espère qu'il va nous écouter. On va peut-être faire des petits insights dans l'épisode pour voir jusqu'où c'est rendu. Ouais, ouais, mais comme il n'est pas là pour me débattre, mais ça se peut que je lance des idées comme ça, puis je sais qu'il serait en désaccord, mais il n'est pas là pour être en désaccord, donc c'est good comme ça. Mais pour commencer, mais on peut parler de la nouvelle qui est tombée. L'équipe nationale canadienne a dévoilé le nom de tous les joueurs qui vont faire partie de la prochaine fenêtre FIFA pour la qualification pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Masculine, masculine. Ouais, c'est sûr. Et bien sûr, le 7 octobre, on va jouer au Mexique. Le 10 octobre, on va jouer en Jamaïque. Et le 13 octobre, c'est le Panama qui va nous visiter à Toronto. Un match dont je serai spectateur. J'ai déjà mon billet très en avant au stade BMO et on va regarder le Panama perdre contre le Canada live. Donc, pour nos auditeurs, je vais vous présenter l'alignement. Et cette fois-ci, on va faire ça d'une façon un petit peu plus différente. Fait que je vais présenter les gardiens en premier, puis on pourra jaser de ce qu'on pense pour les gardiens. Donc, en premier, mais on avait annoncé que Milan Borjan du Belgrade, l'Étoile rouge de Belgrade, devait se joindre, mais il a le COVID. Donc, il ne sera pas de l'alignement. Il me semble que finalement, il venait, non? Non, il est sous protocole de COVID, donc il ne pourra pas se joindre à l'alignement. OK. Parce que je croyais que. Parce que je sais qu'il avait été annoncé COVID avant le dévoilement de la liste. Puis comme il était dans la liste, ben, j'avais compris autre chose. Mais c'est vrai, il n'est pas là. Ça a été confirmé. Désolé, petite parenthèse. Ben, j'espère que nos auditeurs vont avoir appris quelque chose. Ouais, puis tu vois, il y a aussi d'autres joueurs qui ne seront pas dans l'alignement, mais ça, on va les couvrir quand on va se rendre à ces positions-là. Donc, du côté des gardiens de but, c'est Maxime Crépeau des Whitecaps de Vancouver et James Pantemis du CF Montréal. Donc, selon toi, évidemment, qui tu penses qui va garder les buts? Est-ce que ce serait Maxime Crépeau, à ton avis, qui est miraculé pour les Whitecaps ou James Pantemis qui se bat pour la place de numéro un avec Sébastien Brézard à Montréal? Je pense que c'est clairement Crépeau. C'est un titulaire indiscutable en MLS. Après ça, il a fait des bons matchs avec l'équipe nationale. Pantemis, il y a des prestations irrégulières à Montréal. Donc, les deux ont été formés au CF Montréal. Donc, on va remercier mon club de cœur pour nous avoir formé des bons gardiens. Mais selon moi, c'est clairement Crépeau. Je trouve ça juste un peu bizarre qu'on n'a pas appelé, je sais qu'on en avait jasé ensemble, toi et moi. Là, je sais pas si on avait jasé en off là, sur le troisième, parce qu'il aurait fallu amener un autre gardien. Parce qu'on sait. C'est le problème, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Tu as 3 matchs. Puis surtout si tu savais que Borian ne pouvait pas venir, ben, ça aurait été plus sage d'appeler un troisième gardien, quitte à ce qu'il ne joue pas beaucoup, là, ou qu'il ne joue pas du tout. Moi, j'aurais même appelé le meilleur gardien de CanPL du moment, là, comme juste pour qu'il profite de l'ambiance puis qu'il puisse dépanner si un des deux ne peut pas jouer un poignet rouge
se blesse avant un match à l'entraînement, ben, il y aura un troisième gardien qui va pouvoir aller sur le banc. Là, parce que jouer avec un gardien, jouer avec deux gardiens, c'est risqué d'en avoir juste un sur la feuille de match. Oui, en effet, et surtout, surtout sur la route, tout peut arriver, les blessures, comme tu dis, les cartons. Donc, ça va être très intéressant de voir comment ça va se dérouler. Moi, je m'attends quand même à ce que Crépeau garde les 3 matchs. Boyan l'avait fait la dernière fois, fait que je vois Crépeau qui est aspirant numéro 1. Je vois aucune raison pourquoi il ne pourrait pas garder les buts les 3 matchs. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est le début? Si Crépeau fait comment on peut dire ça? Fait un bon groupe de 3 matchs, là, je ne sais pas comment le dire autrement. Est-ce que tu penses que ça serait le début d'un nouveau cycle? Ah non, je pense pas. Je pense que quand Milan Borjan va revenir en santé, ça va être quand même lui qui va être titulaire à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a toujours été, il est quand même constant, il joue beaucoup de matchs et je crois que l'Étoile Rouge est en Europa en ce moment. Donc, son leadership, tu le vois. Tu vois son leadership est contagieux, son enthousiasme est contagieux, puis tu vois qu'il est très respecté ses pairs. Et c'est clair, c'est clair dans l'esprit de John Herdman qu'il va vraiment vivre ou mourir de façon euh, en Figuré. métaphore Ouais. avec Milan Borjan. Je pense que Maxime Crépeau, c'est sa chance de prouver qu'il mérite de jouer quelques matchs ou peut-être plus de matchs même avec Milan Borjan en santé. Mais je pense que c'est clair que pour ce cycle-là, ça va être Borjan. Donc, même si Crépeau rend 3 prestations impeccables, on ne peut pas dire c'est la fameuse phrase dont on ne change pas une équipe gagnante. Non, moi je pense que ça va rester Borjan. Puis Maxime Crépeau, il a fait des belles prestations en Gold Cup. Puis on est quand même revenu avec Borjan. Fait que je pense que ça va être un retour à la normale dès qu'il est en santé. Sinon, je vais passer aux défenseurs centraux. Donc, toi qui es fan du CF Montréal, c'est le retour de Kamal Miller, l'enfant prodige. Ensuite, il va être épaulé par Donald Henry, notre favori à tous, qui est défenseur central régulier avec le Swans Blue Wing en Corée du Sud. Et Steven Vittoria de Moreirense en Portugal. Donc, Steven Vittoria, on va se rappeler qu'il avait eu des bonnes prestations, qui joue régulièrement avec son club et qui a toujours été un symbole de constance avec l'équipe nationale, je trouve. Et finalement, mais on a quelqu'un qui est de retour et c'est Derek Cornelius du club Panetolikos en Grèce. Il est prêté par Et les Whitecaps, hein? exactement, il est prêté par les Whitecaps et fait intéressant sur lui, Derek Cornelius a joué presque tous les matchs. Il joue presque toujours des matchs complets. Première division en Grèce. Euh, Ils sont 7e au classement en ce moment. Ils ont seulement alloué 8 buts en 5 matchs. Donc, ça a l'air que Derek Cornelius retrouve sa forme d'antan. Et c'est un défenseur qui commettait très peu d'erreurs avec l'équipe nationale. D'après toi, est-ce que, avec l'absence de Scott Kennedy qui s'est blessé en Allemagne, est-ce que Derek Cornelius est un bon remplaçant? Ben, en équipe nationale, il était pas mal impeccable. C'est plus avec les Whitecaps que je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, là, mais il manquait beaucoup de concentration, il a fait beaucoup de bourdes, puis il a perdu sa place au détriment de joueurs qui n'étaient pas vraiment bons non plus. Euh, mais à l'équipe nationale, il a toujours été relativement solide. Il faut dire, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué contre des bonnes équipes, là, à part au tournoi de qualif olympique, mais là, il était quand même un des plus vieux joueurs. Fait que je ne sais pas si ça compte vraiment. Donc, je suis sûr que moi, je pense qu'il va commencer au moins un des 3 matchs, là. C'est pas mal sûr, là. Victoria, je ne le vois pas faire les 3 matchs. Il va peut-être en faire un, à la limite deux. Puis il fait des prestations solides, mais enchaîner 3 matchs avec des déplacements, là,
pense que Cornelius aura la chance de briller. Après ça, Herdman va voir des choses que nous, on ne voit pas, là, notamment l'association entre les joueurs qui est mis à droite. Surtout quand s'il risque de garder sa défense à 3, là, je pense que c'est clair. Il n'a pas l'air d'être sur le point de changer. Là. Oui, effectivement. Fait que, on souhaite la bienvenue, le re-bienvenue à Derek Cornelius qui se rejoint à l'équipe nationale. Moi, j'avais toujours dit que Derek Cornelius, je le voyais comme un intouchable. Fait que c'était un peu surprenant de le voir aller avec les U23 pour la qualification olympique et de ne pas le revoir dans le paysage, ce qui était compréhensible à cause de ce qui se passait à Vancouver. Mais c'est une très belle histoire qui se passe en Grèce et ça fait un défenseur central de plus qui joue à quand même un haut niveau. La Grèce, ils ont quand même une très bonne ligue. Là, on va passer aux latéraux. Et sans surprise, on a le retour de Zachary Broguillard, un autre du CF Montréal qui va envoyer cet excellent joueur qui avait quand même participé à la qualification pour les Jeux olympiques avec le U23. Et on va aussi revoir le retour de Alistair Johnston de Nashville, qui a très bien fait avec le Canada lors de la Gold Cup et pendant la dernière fenêtre de qualification. Il faut dire Richie Lai. Je suis toujours habitué de dire Richie Laria, mais Ouais, il a été très clair là-dessus, fait qu'on on va respecter ça, là. absolument du Toronto FC. Et finalement, Samuel Adekugbe. Puis ça fait combien de temps que je parle de lui? 1 an, 2 ans, puis j'arrêtais pas de dire haut et fort, c'est un des meilleurs latérales gauche de l'équipe nationale, qu'il permettrait à Alfonso Davies de jouer plus haut. Fait que depuis son mouvement en Turquie, Atespor, qui est son club là-bas, est 4e dans la ligue. Et non seulement Samuel Adekugbe joue régulièrement, mais il a fait partie du meilleur 11 de la ligue, je pense au moins une fois cette année, peut-être même 2 fois. Excellente saison. Le club qui est 4e dans une ligue qui est très compétitive. On voit que Samuel Adekugbe s'est adapté parfaitement au style de la Turquie. Je pense qu'il a Donc, été nommé, qu'il a été nommé dans l'équipe type de la semaine, des fois. Hein. oui, oui, il a été. Fait que, qu'est-ce que tu penses de nos latéraux? Ben, je pense que c'est naturel. Encore une fois, je déplore. J'aurais aimé, je sais que je le dis chaque fois, là, qu'on ait vraiment deux vrais left-backs. Là. Comme je sais que Gutiérrez était blessé, mais je pense que c'est important de doubler les postes, quitte à avoir quelqu'un qui aura très peu de chances de jouer. Là. Mais je comprends qu'on a beaucoup de droitiers, puis qu'on a des droitiers qui peuvent jouer à gauche et blablabla, mais comme Zoran Basson, il a fait quand même des bonnes performances à gauche ces derniers temps. On aurait pu l'appeler, il est déjà en Amérique du Nord, il n'a pas besoin de traverser l'Europe. Ça aurait pu être une solution pour dépanner avec Adekugbe. Puis Adekugbe, ce que tu disais, de Adekugbe, Cornelius, je sais que on va pas faire une heure sur les joueurs en Europe, mais c'est un peu la preuve qu'il y a quand même un marché vaste comme l'Europe, ben, les joueurs, ils peuvent circuler puis trouver chaussures à leurs pieds ailleurs, dans des ligues relativement intéressantes, avec, je veux dire, au final, ils jouent chaque semaine. Il y a contre des bons clubs, des moins bons clubs, mais au moins il est actif, puis des fois, ces clubs-là peuvent avoir la chance de, par exemple, à des Coupes B, si son club fait des bonnes prestations, on va peut-être faire une Coupe d'Europe l'année prochaine. Fait que, c'est un peu la richesse du soccer européen. Peut-être qu'un jour dans la CONCACAF, ça va être ça. Peut-être qu'un jour, un Canadien qui joue moins en MLS ou en CanPL, ben, il va aller jouer dans la Ligue du Honduras ou du Costa Rica. Peut-être un jour, on va avoir ça en CONCACAF, mais on n'est pas encore rendu là. Mais quand je vois les Canadiens qui se déplacent en Europe, puis là, ils gagnent du temps de jeu, tu sais, à Découbé, je veux dire, il jouait en Norvège, il jouait au Danemark ou en Norvège avant? Ah oui, tu as raison, c'est en Norvège. Ouais. Cornelius, il avait été en Europe, il est allé en MLS, ça n'a pas trop marché. Là, il est prêté en Europe à nouveau. C'est bien qu'on ait ces opportunités-là, puis que les joueurs découvrent un peu d'autres styles de jeu, là, comme
Comme en Europe, on dirait qu'il y a de la place pour tout le monde, contrairement à la zone CONCACAF où les opportunités sont, disons, plus limitées. Oui, absolument. C'est comme pas mal dans la zone CONCACAF, tu as vraiment le Mexique, les États-Unis, Costa Rica, puis après Honduras. Honduras, puis après ça commence vraiment à baisser niveau. On pourra revenir sur la zone CONCACAF tout à l'heure, mais pour les milieux de terrain, ben c'est un sans surprise. C'est exemple de stabilité. Donc, Stephen Eustachio de Pachos de Ferreira. J'arrête pas de manquer le nom de ces clubs-là, mais je Bravo, pense tu l'as eu. Ben, j'ai un ami portugais qui m'avait expliqué. Fait que Passos de Ferreira. Bravo. parfait. Donc, notre solide Stephen Eustachio que beaucoup de monde ont découvert, ont eu plaisir à découvrir cette année. Ensuite, Marc-Anthony Kaye des Rapids du Colorado en MLS, Jonathan Osorio du Toronto FC, Samuel Piette du CF Montréal et David Wotherspoon, Saint Johnston en Écosse. Est-ce qu'il vient ou non, là, Witherspoon? Qui? Est-ce que Witherspoon vient ou non, finalement? Parce qu'il me semble qu'il ne pourra pas venir en raison des protocoles COVID au UK où ça a changé finalement. Je pense qu'il y avait eu des exemptions prévues. J'ai vu passer Ouais, je beaucoup sais que d'informations là-dessus. ouais, comme ben ça, on va en parler avec Junior Oilett, mais je sais à cause des protocoles COVID, ben c'est Junior Oilett jouera vraisemblablement bon. Il jouera probablement pas contre le Mexique, qui est identifié comme une zone rouge. Euh, mais Witherspoon, il a été appelé. Fait que je vais juste nommer les joueurs qui ont été officiellement appelés. Fait que comment ils vont jouer, ben ça va appartenir à John Erdman. Mais il est sur la liste. Et d'ailleurs, David Witherspoon, qui est un milieu qui est, disons que le jeu au milieu de terrain en Écosse pour son club St. Johnstone passe par lui. Euh, mais fait à noter, Atiba Hutchison de Besiktas qui ne sera pas présent cette fois-ci à cause qu'il a une blessure, même si on l'a appelé, mais son club Besiktas n'a pas voulu le relâcher. Donc, on fait un peu dans la continuité, mais est-ce que tu es surpris de voir Liam Fraser de Columbus Crew se faire appeler une fois de plus? Ben, je sais pas, qu'est-ce que. J'ai l'impression que quand il s'appelle Herdman l'appelle parce qu'il a trouvé qu'il y avait un profil atypique, qu'il n'y avait pas nécessairement. Il n'y a pas vraiment d'autres joueurs qui ont son profil. Puis il a fait quelques bons matchs en équipe nationale, là, mais je pense pas vraiment qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu, là. C'est plus un dépannage du dépannage, puis il est déjà en Amérique du Nord, là. Mhm. Mais honnêtement, j'ai pas trop suivi ses prestations à Columbus, pour être honnête. Ouais, moi non plus. Puis déjà, il avait beaucoup de difficultés à trouver du temps de jeu avec Toronto. Puis c'est Bazbechenko qui l'a pris à cause c'était lui le gérant à Toronto FC. Puis c'est un joueur qu'il connaissait bien, donc il a plus d'opportunités là-bas et c'est bon pour lui. Et si ça l'aide à se faire appeler en équipe nationale, mais c'est encore mieux. On ne peut pas dire que c'est difficile de penser qui qu'on aurait pu appeler à part Liam Fraser, parce que les milieux qu'on a en MLS, c'est pas comme s'il y en avait beaucoup qui avaient tant de minutes de jeu que ça. Puis la CPL, mais Mais il y a les gars des Whitecaps, là. Il y a quelques joueurs des Whitecaps qui jouent au milieu de terrain, là. Bellissimo, absolument. Ouais, c'est ça. Il y a l'autre aussi, Raposo, il joue pas beaucoup. Il y avait un autre, non, qui Patrick Metcalf. ouais, voilà, c'est ça. Les trois qu'on avait vus avec l'équipe U20 et U23, c'est ça. Ben, Euh, Liam Fraser, il a l'avantage d'avoir déjà été avec l'équipe senior, pendant que les trois autres joueurs des Whitecaps, ils ont jamais joué avec l'équipe senior. Puis je pense que c'est une des raisons qui motive Herdman dans sa décision d'appeler les joueurs. mais encore là, il y a quand même tu sais, quelques joueurs en CanPL qui auraient pu dépanner pour être des doublures, mais je comprends que l'idée de ne pas vouloir appeler quelqu'un sachant qu'il va jamais jouer, puis qu'on va le faire déplacer en temps de pandémie mondiale, puis que son club va avoir besoin. Tu sais, je veux dire, tu prends un gars qui est super important dans son club en CanPL, tu le fatigues avec des déplacements dans trois pays pour 0 minute jouée à la fin. Je comprends qu'on n'a pas nécessairement le goût, alors que Liam Fraser, au moins, il fait partie du groupe depuis un moment, puis ça permet d'avoir une idée sur son niveau actuel.
Absolument. Fait que maintenant, on va passer à une des forces du Canada, qui est l'attaque. Donc, ça, c'est un peu bizarre. Premièrement, on va souligner le fait que Karl Larin de Beşiktaş ne sera pas présent, car lui aussi, il est blessé et son club ne l'a pas relâché. Donc, on va lui souhaiter un prompt rétablissement et on Mais va... attends, juste faire un bémol là-dessus pour nos auditeurs. Là. Quand tu dis pas relâcher, c'est que on l'a vu avec Romel Kyoto, là, que les équipes nationales ont quand même le droit d'appeler le joueur pour constater elles-mêmes l'état médical. Après ça, comme on a pu le voir les dernières années, depuis que l'équipe nationale canadienne monte un peu en standing mondial, Herdman essaie d'avoir des bonnes relations avec les clubs des joueurs. Parce qu'il peut utiliser la manière forte, hein, de dire non, on veut constater la blessure. Non, on l'appelle, il vient. Mais juste faire une nuance, parce que des fois, les gens ne comprennent pas trop la dynamique entre club et équipe nationale, puis Hmm. c'est quoi la limite. Quand une équipe nationale appelle un joueur, et à moins qu'il soit binational, puis que là, il a plusieurs choix, le joueur est obligé d'aller. C'est comme un service militaire. C'est comme si l'armée t'envoie une lettre, tu es obligé d'y aller à moins que tu sois blessé. Là, c'est juste que Herdman a favorisé une relation de collaboration avec les clubs des joueurs dans lesquels les clubs où évoluent ces joueurs. C'est tout à son honneur, mais des fois, on a certains doutes, là, notamment la casquette bleue. Tu vois, mais tu sais, on est aussi en période COVID, fait que tu sais, il y a quand même il y a cet élément-là qui rentre en ligne de jeu. Fait que tu sais, comme avec Hutchison et Larin, ben, sont blessés, puis le club a juste dit, regarde, les gars sont blessés, ils ne pourront pas jouer. Oui, tu peux les appeler, mais surtout en temps COVID, leur faire traverser De la tout. Turquie jusqu'à. Ouais, ça commence à pas faire de sens. Puis, tu sais que c'est des gars que tu vas avoir besoin à la maison contre le Mexique et le Costa Rica. Fait que c'est aussi mieux que tu les laisses se rétablir de leurs blessures. Sinon, à l'attaque, on a le retour de Charles Andres Brim, qui est en deuxième division des Pays-Bas avec son club FC Eindhoven. Donc, petite surprise, il y a beaucoup de monde qui trouvait ça étrange qu'on fasse appel à lui, mais en 5 matchs, il a quand même un but. Et qui Ben, sait, rendu là, j'aurais appelé un gars de CanPL. Enfin, ben, c'est vrai qu'on n'a pas eu des bons buteurs canadiens en CanPL en ce moment, là. ben, il y a Mais Easton Garrow qui se débrouille très bien. Il y a Terran Campbell qui se débrouille très bien en ouais, NPL en ce moment. ouais, mais c'est juste pas, c'est pas les stats de Joao Morelli ou de Bustos avant sa blessure, là. Euh, Ouais, Mais tant qu'à appeler un gars qui ne va pas jouer, oui, j'aurais appelé Campbell plutôt que Charles-André Abrim qui a un but en 5 matchs, la saison vient de commencer. Campbell est quand même constant depuis plusieurs mois, là. Mais ça, c'est mais, des. Vas-y, pardon. mais tu sais, ça revient toujours au fait que Brim, il a déjà joué Voilà. pour l'équipe senior, puis les autres, ils ont pas Ouais. Puis joué. il a même marqué avec l'équipe senior, fait qu'il connaît le groupe et blablabla. Mais encore une fois, moi j'aime pas trop le fait je sais que je dis tout le temps, d'obliger un joueur à traverser l'Atlantique sachant très bien qu'il y a très peu de chances qu'il joue. Puis Charles-André Abrim, en plus, il a été très mauvais avec l'équipe U23. Désolé, là. Mais il n'a pas offert de bonnes prestations avec l'équipe U23 au tournoi de qualif olympique. Il n'a pas du tout joué le rôle qu'il aurait dû jouer. Là, peut-être c'est différent parce que dans le temps, il ne jouait pas, hein, son club en Belgique. Là, il joue. Oui. Mais je sais pas, là, je suis très sceptique, là, disons. Tu sais, j'ai été très sévère sur la gestion de Mauro Biello pendant ce tournoi-là. Fait que peut-être qu'il n'était pas toujours dans une position de bien réussir. Euh, Fait que ça reste à voir qu'est-ce qu'il va faire avec l'équipe senior. Tout ce qu'on sait, c'est que Sue Herdman, il a toujours bien paru. Sinon, l'autre joueur, puis lui, c'est un joueur mystère parce que Lucas Cavallini, il a l'air vraiment plus emballé de jouer pour l'équipe nationale que pour Vancouver. Ça a vraiment l'air d'un joueur qui veut vraiment s'en aller de Vancouver, qui a vraiment le goût de s'en aller ailleurs. Blessé, pas blessé. Un jour, il est blessé, puis le lendemain, tu vois t'as des journalistes qui disent ben, il est en train de faire du jogging, puis il dit qu'il va jouer contre le Mexique. Donc, Lucas Cavallini des Whitecaps de Vancouver. Bien sûr, on a Tajan Buchanan du New England Revolution qui connaît une saison du tonnerre avec 7 buts et 6 passes en 22 matchs. Et bonne nouvelle, son club en Europe
Club Brugge, auquel il va se joindre en janvier. Il se débrouille bien en Ligue des Champions. Match nul contre le Paris Saint-Germain et une victoire sur Leipzig. Si le Club Brugge se faufile à la phase suivante, possible que Tajon Buchanan goûte à la Ligue des Champions. Ensuite, on a Alphonso Davies du Bayern Munich. Excellent. Il est toujours aussi dominant qu'avant. Et cette fois-ci, le nouvel entraîneur a essayé Davies de le faire jouer un petit peu plus haut et il a bien paru quand il a joué plus haut sur le terrain. Que dire de Liam Miller, un joueur dont je parlais souvent, qui était dans le club réserve de Liverpool en Angleterre, qui a été vendu au club suisse FC Basel. Mais depuis qu'il a commencé, il joue régulièrement et il a déjà 2 buts, 4 passes en 17 matchs dans toutes compétitions confondues. Ensuite, on a Jacobs Schaffelberg du Toronto FC. 2 buts, 3 passes dans les 5 derniers matchs. Sérieusement, Toronto FC, pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour le faire jouer? Une bonne question à poser. Junior Elliott, qui se débrouille très bien avec Reading en Championship en Angleterre, qui a d'ailleurs marqué un but contre son ancien club, le Cardiff City. Et finalement, je gardais le meilleur pour la fin. Jonathan David, 6 buts en 9 matchs. Il a plus de buts que Kylian Mbappé, Neymar et Leo Messi réunis. Meilleur buteur de Ligue 1. Meilleur buteur de Ligue 1. Et supposément, Liverpool le regarde. Ça, depuis un an qu'on en parle. Hein? Ouais, mais tu sais, on dit que Lille a des problèmes d'argent, mais je pense que Jonathan David va régler les problèmes financiers de Lille. Jonathan David, je pense que c'est un joueur, si ce n'est pas à l'hiver, à l'été prochain, il est parti. Non, c'est clairement pas cet hiver. Là. Il va falloir payer très cher pour l'avoir cet hiver. Tu as raison, ça risque d'être l'été prochain. De toute façon, Lille, depuis quelques années, ils ont une stratégie d'être une équipe de passage pour faire des grosses plus-values. Puis lui, c'est le genre de joueur qui rentrait dans cette stratégie-là. Là. Ils l'ont acheté quoi après 30 millions? Ils peuvent le revendre au moins le double à la fin de l'année s'ils continuent sur cette lancée. Fait que, c'est même plus que ça, parce que les attaquants en Europe se vendent assez cher en ce moment. Tu sais qui j'aurais voulu à la place de Charles-André Abrime? Je viens de voir quelque chose là. Ouais, vas-y. Daniel Jefferson. Il a marqué aujourd'hui. Lui, on a plus de garanties sur son niveau. Malheureusement, là, il est focusé sur la Ligue anglaise, sur les sélections de jeunes anglaises. Ça aurait été utile pour la profondeur, qu'on aurait pu le faire rentrer quelques matchs. Liam Miller, effectivement, c'est bien de le voir renaître. Il a mérité sa place actuellement, vu ses dernières performances. C'est bien qu'il ait changé, là. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau être à Liverpool, mais si tu ne vas jamais jouer, ben, faut trouver une opportunité. Après la Ligue suisse, tu sais, la Ligue suisse puis la Ligue belge, mon malaise avec ces ligues-là, c'est que les ligues, il ne faut pas rester très longtemps. Parce que beaucoup de joueurs vont là-bas comme tremplin, puis c'est une minorité qui quitte. Il faut vraiment que tu te démarques pour quitter. J'ai vu beaucoup de joueurs aller là-bas en pensant, genre, comme des joueurs qui d'Afrique, par exemple, qui sont passés par la Ligue belge ou suisse. Et ils étaient bons, mais pas assez bons pour être recrutés par une ligue où les joueurs ou des ligues avec un meilleur niveau. Je ne sais pas comment le dire autrement. Oui. Donc, ben, tu sais, qui est à Bâle avec lui comme entraîneur adjoint? Qui est? Sylvain Bauer, l'entraîneur de Pacifique de 2019. Ah, oui. Oui, il est entraîneur adjoint à Bâle. Je n'étais pas au courant. Ouais, Quelle ben, coïncidence. ouais, ben, ils ne se connaissent pas. Tu sais, Miller vient de Toronto, puis il n'a aucun lien avec Pacifique, puis de toute façon, il n'a jamais joué. Anyways, c'était juste une petite parenthèse pour les fans de Ken Peel parmi nos auditeurs. Mais sinon, on a quand même en attaque, on a quelque chose de chargé. Là. J'espère que Davis va jouer un rôle plus offensif parce qu'on aura vraiment besoin de lui pour déstabiliser les défenses du Mexique, de la Jamaïque et du Costa Rica. Ça? Non, on va affronter le Panama. Panama, Costa Rica, c'est après. Okay. Puis, Alors, tu je te sais, laisse.
Tu sais, pour la Ligue suisse, tu sais, Liam Miller a quand même 22 ans, fait qu'il est encore très jeune. Puis s'il peut performer comme ça aussi vite, tu as tout à fait raison, c'est un excellent tremplin pour peut-être un niveau un petit peu plus haut. Fait que moi, j'ai toujours cru en ses habilités. C'est un joueur qui est extrêmement rapide, qui a une belle vision de jeu, qui est très agressif avec le ballon. Donc, on veut juste, je veux juste voir plus de ça avec l'équipe nationale. Puis, je pense qu'on est en, comme on dit, les affaires vont bien aller. Ouais. Fait que tu parlais comment que notre attaque, notre offensive était très intéressante. Face à la Jamaïque, qui est un peu dégriffée parce qu'ils n'auront pas Leon Bailey. Puis là, on vient d'apprendre que Michael Antonio ne sera pas là non plus. Euh, Puis le Mexique qui vient de revoir Raúl Jiménez. Est-ce qu'on a la meilleure équipe de cette fenêtre entre les trois équipes, entre le Canada, Jamaïque, Panama et Ben, Mexique? Panama, Jamaïque, c'est clair. Mhm. Le Mexique, c'est que c'est pas. Peut-être sur papier, oui, mais on a peut-être une meilleure équipe que le Mexique sur papier. Mais le Mexique, c'est pas juste une question des individualités. Ils ont toujours eu un bon collectif. Puis le Mexique, tu sais, souvent des joueurs de sa ligue domestique. Ces dernières années, on a une tendance. Il y a moins de joueurs qui allaient à l'étranger qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, là. Euh, Parce qu'un joueur au Mexique est bien payé, il reste dans son pays, pas besoin d'aller se geler dans le nord de l'Angleterre ou en Allemagne. Donc, je comprends les joueurs mexicains, mais moi, si j'étais mexicain et qu'on paierait des millions à rester dans une belle ville chaude dans mon pays, je pense que je ne ferais pas non plus. Donc, sur papier, peut-être que tu as raison, mais en même temps, si les joueurs mexicains s'exportaient, peut-être qu'ils seraient dans les meilleurs clubs que nos joueurs. Ben, tu vois, ça, c'est un piège beaucoup que les fans américains, parce que les Américains, tu as cette rivalité-là entre les États-Unis et le Mexique, puis ils disent, ben, sur papier, on est plus fort, puis on devrait être supérieur, puis tranquillement, à chaque fois, mais tu vois que les Mexicains s'imposent. Mais ça, c'est facile, c'est parce que il y a beaucoup de monde qui sous-estime la force de la Liga MX. C'est une excellente ligue. Puis à chaque fois qu'ils vont à la Coupe du monde des clubs FIFA, mais leurs clubs, les clubs mexicains tiennent tête. Ils peuvent battre les clubs d'Amérique du Sud et ils tiennent tête aux champions d'Europe. Fait que là, tu sais, si tu regardes leur alignement, c'est à part les joueurs qui jouent dans les grands championnats européens, c'est tous des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs mexicains. Et c'est un excellent niveau. Fait que le Mexique, c'est pour ça, ils ont beaucoup de profondeur. Leur ligue est incroyablement sous-estimée, puis ils ont une bonne chimie parce qu'ils se connaissent entre eux autres, ils jouent un contre l'autre tout le temps. Donc, c'est pour ça que sur papier, tu vois des drapeaux mexicains partout, des clubs que la majorité, il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas. Puis quand tu les regardes aller sur le terrain, mais c'est quand même le Mexique qui est capable de détruire l'Allemagne. Je pense que c'est arrivé en dernière Coupe du Monde. Ils sont capables d'aller là puis battre des grosses équipes. Euh, il faut vraiment faire attention avec le Mexique quand on regarde qu'est-ce qu'ils ont sur papier. Mais c'est clair que Raúl Jiménez, s'il est comme qu'il était avant sa blessure, euh, c'est tout un ajout, puis ça va être très difficile pour le Canada. Mais je voulais te demander, Attends, juste par rapport à ça, petite oui, réflexion pour nos. Pas obligé de répondre, là, mais il faudrait qu'on se demande sur les 7 joueurs canadiens qui sont sélectionnés, combien seraient titulaires dans la Ligue mexicaine? C'est avec ça qu'on sait qui est le plus fort. T'es pas obligé de répondre, là, tu sais, je veux dire, c'est une question rhétorique, là, mais tu comprends un peu où je veux en venir, là? oui, absolument. Ben, tu vois, ben, ça a toujours été ma critique avec la MLS. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui seraient très forts, mais tu enlèves les joueurs désignés, tu enlèves les joueurs plus forts, qu'est-ce qui te reste? Moi, c'est la profondeur. Puis tu vois, cette qualification de Coupe du Monde, ça va beaucoup jouer sur la profondeur. 3 matchs à chaque fenêtre, tu as des blessures, tu as les cartons. Fait que là, tu es obligé d'aller sur le banc, puis tu es obligé d'aller à rappeler des joueurs que tu n'avais pas dans tes plans. C'est qui gagne? C'est comme un marathon. Puis c'est très difficile de ne pas mettre le Mexique comme favori parce que des gars du Mexique, des clubs de Monterrey, puis América, ils en ont à la pelletée. C'est presque injuste. Non, mais comme tu sais,
Ils ont des bons joueurs. Tu sais, supposons que tu veux un right back, ben, tu vas aller voir les 4 premiers clubs de la Ligue, leur right back. Puis si, supposons, dans 2 clubs, tu as un étranger, ben, tu en as quand même 2 autres. Puis là, s'ils sont un des deux est blessé, ben, tu regardes les équipes. Tu sais, ça fait que tu vas comme ça à l'infini pour chaque position. Malheureusement, nous, malgré qu'on a 3 clubs canadiens en MLS, beaucoup de Canadiens ne jouent pas sur le starting, fait que ça diminue le bassin. Puis en CanPL, par exemple, left back, là, avec la base de données de nos amis de, comment ça s'appelle, le 21st Club, ben, presque tous les left backs de la Ligue sont des étrangers. Puis les 2 bons left backs jouent dans le même club. On a Kwame Aoua et Maxime Tissot qui jouent à Forge. Tu sais, j'aurais été bien que chacun des deux soit là dans un club, justement, pour qu'on ait un bon left back canadien. Excuse-moi, là. Ouais, ouais, mais la CPL a 3 ans. Je pense qu'il faut lui laisser le temps, puis c'est pas une surprise qu'il n'y a pas de joueurs de la CPL qui ont été appelés. Je pense, tu sais, ça va venir avec le temps, puis tu as Abzi aussi qui est excellent. Oui, bien sûr, Puis, mais Abdi, cette année, il a joué souvent plus offensif, mais là où je voulais en venir, c'est que la CanPL peut servir de complément pour l'équipe nationale. Ça l'a déjà servi en 2019. Mais pour ça, il faudrait que peut-être on encourage un peu à avoir des Canadiens dans les postes qu'on sait qui sont un peu déficitaires en équipe nationale, là. ben, ça va venir avec le temps. Puis je pense, puis je suis d'accord avec Herdman, tu sais, quand on lui avait posé des questions, ben, pourquoi tu n'appelles pas telle personne et telle autre personne? Tu sais, en pleine qualification de Coupe du Monde, c'est pas le temps de faire de faire de l'expérimentation puis de tester des choses. Tu vois avec ce que tu connais, mais c'est sûr que tu sais, des compétitions comme la CONCACAF League, puis la Gold Cup, là, c'est le temps de tester ton bassin de profondeur puis les matchs amicaux. Mais là, on est vraiment dans une situation où ce que c'est pas c'est pas le moment de le faire. Mais pour Ouais. toi, ces 3 matchs-là, ce serait quoi un résultat acceptable pour le Canada? Combien de points sur 9 on devrait aller chercher selon toi? Moi, je dis qu'il faut battre Jamaïque, Panama et viser le match nul contre le Mexique. Fait que Entièrement d'accord. je dirais 7 points, à la limite 6. Parce qu'au final, on ne va pas terminer. Je veux dire, le but, c'est pas de terminer premier de la poule, c'est de se qualifier à la Coupe du Monde avant le barrage. Parce que le barrage, ça devient du pile ou face, là. Donc, il faut terminer dans les 3 premiers. Fait que même si on perd contre le Mexique, c'est pas impossible. Mais moi, j'irai Park the Bus au Mexique, là. Oui, absolument. Puis moi je te rejoins là-dessus. Moi, je viserais vraiment 6 points. Moi, je veux absolument les 6 points. Si tu peux aller arracher un match nul au Mexique, mais c'est un bonus. Mais le match en Jamaïque, surtout qu'ils ont encore perdu des gros morceaux pour des blessures, c'est le moment de mettre ton meilleur élément contre la Jamaïque, aller chercher 3 points à l'étranger. Et à la maison, tu dois gagner à Toronto. Donc, au Mexique, je ferai attention. Oui, je ferai jouer David et Davis, mais disons que je gérerai très, très, très étroitement leurs minutes. Je sais que sûr qu'ils ont assez d'énergie pour se donner à 100% pour les 2 matchs suivants. Mais Parlons du Mexique. pour ça, il faudrait que, avec l'absence de Larin, il faudrait que Davis joue un rôle plus offensif, puis ça l'éviterait justement de faire les tâches défensives aussi, là. Absolument. C'est peut-être pour ça qu'on a appelé des gars comme Brim, pour aussi utiliser les minutes puis s'assurer qu'on va avoir David et Davis en pleine forme. Même chose pour Buchanan. On peut Ouais, compter sur un gars comme Junior Elliott qui peut qui est pas mal polyvalent, qui peut tout faire en avant et qui peut supporter l'équipe si la stratégie, c'est vraiment d'aller chercher le nul, puis pas mal faire ce qu'on avait fait aux Américains quand on les a surpris avec le match nul chez eux. Mais justement, parlant du Mexique, la prochaine, la prochaine fenêtre, c'est au mois de novembre où est-ce qu'on va recevoir le Mexique et le Costa Rica. Et Soccer Canada a décidé de les faire geler à Edmonton. À ce temps-ci de l'année, ben, je veux dire, au mi-novembre à Edmonton, en moyenne, euh, le plus chaud que tu vas voir, c'est 1 degré. Et d'habitude, c'est le plus mais froid que tu vas voir, c'est -6, -7. Qu'est-ce que tu penses de la décision de faire geler le Mexique et le Costa Rica? je pense que c'était une très sage décision de vouloir profiter parce que faut pas que
On va jouer là-bas, il y a l'altitude, il y a la chaleur, et en plus, il y a l'hostilité du public. Nous, on n'est pas capable d'offrir l'hostilité du public, puis on ne sera peut-être jamais capable, fait qu'on va pas commencer à se raconter des menteries. Donc, on va utiliser un autre atout qu'on a, c'est le climat. Fait que je pense que c'était sage. Puis les autres arguments, arguments invoqués par Herdman, c'était le fait qu'Edmonton a un grand stade et qu'ils ont souvent montré un bon support à l'équipe nationale, ce qui est vrai. Il ne faut pas oublier, on a vu le match contre le Salvador, que avoir de la diaspora dans une ville, c'est pas une très bonne idée. Fait qu'Edmonton a peut-être moins de diaspora latino-américaine que Toronto ou Montréal. Donc ça, c'est déjà une bonne idée. Et l'autre argument, c'était le fait qu'Alfonso Davies va jouer à la maison, que c'était comme un peu lui rendre hommage. Je ne sais pas si tu te rappelles quand il avait gagné la Ligue, son club avait gagné la Ligue des Champions, mais par la même occasion, Justin Trudeau avait tweeté, l'avait félicité sur Twitter, puis là, il a répondu merci, mais est-ce que je peux rentrer au pays maintenant voir ma famille? Tu sais, il y a comme une symbolique là-dedans. Moi, j'ai pensé direct à ça quand j'ai passé Alfonso Davies à Edmonton, là. Comme Ce que j'aime, le. ouais, puis ce que j'aime avec Davis, c'est qu'il n'a jamais oublié d'où il vient. Puis tu sais, s'il peut parler de Edmonton, puis de ses racines à Edmonton, où est-ce qu'il a commencé à jouer au foot à Edmonton, il en parle beaucoup, fait qu'il est très attaché à la maison. Tu sais, aussi pour continuer ce que tu disais, mais Erdman, il disait aussi, ben, tu sais, nous aussi, il faut trouver des façons de rendre la vie difficile à nos adversaires. Tu sais, c'est pas seulement de les faire jouer dans le froid, mais c'est de les forcer à traverser tu sais, les fuseaux horaires, les faire jouer sur gazon synthétique à peut-être -5, entre 1 et -5. Puis ça, c'est des températures qui ne sont pas habituées. J'ai vu beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui dit oui, mais tu sais, nos joueurs aussi, ça va les désavantager, ils n'aimeront pas plus ça. C'est vrai, mais je pense que les Mexicains et les Costa-Ricains, ils vont détester ça 3 fois plus. Ouais, ben, la plupart des Canadiens ont déjà joué dans le froid et même si ça fait longtemps pour certains, je veux dire, ils vont arriver tôt. Puis c'est surtout le côté psychologique, je pense, plus qu'autre chose. Puis aussi, il ne faut pas oublier que beaucoup des joueurs canadiens jouent dans des pays relativement nordiques, là. Il n'y en a pas beaucoup en Espagne puis dans le sud de l'Italie, là. Donc là-dessus aussi, ça aide, là. Tu sais, on a eu plusieurs joueurs qui ont joué en France, en Allemagne, Belgique, ou dans les pays scandinaves. Fait qu'ils sont quand même habitués au froid, là, plus que les joueurs mexicains, disons. Absolument. Puis, on va laisser tomber le froid, puis on va retourner au chaud, parce que c'était la CONCACAF League qui se poursuivait. Et bonne nouvelle, chers amis, notre club champion canadien Forge FC de Hamilton, Ontario, a battu le club du Panama Independiente de la Correra 2-0 au Panama sur leur propre terrain avec un but de Mo Babouli qui d'ailleurs s'est fait expulser à la 45e minute pour je ne sais pas quelle raison. Je pense qu'il a juste touché l'épaule ou l'arbitre ne voulait pas, ben, tu ne peux pas toucher au gars ou c'était vraiment une simulation bizarre. Du vrai arbitrage de CONCACAF, je vais laisser ça à ça. Donc, Forge qui a dû se débrouiller à seulement 10 joueurs pendant toute une deuxième demi. Puis, bien sûr, le club panaméen a tout fait pour revenir dans le match. Et c'est un coup franc de toute beauté, une frappe puissante de Carl Becker qui va clouer le cercueil de Independiente, qui avait besoin de 3 buts dans les 20-25 dernières minutes pour gagner la série. Et Forge a juste rien donné du tout. Fait que, juste pour vous mettre en situation, puis après, je vais te lancer la question. Grâce à cette victoire, Forge s'en va en quart de finale contre le club costaricain Santos de Guapiles. Et comment ça marche pour la qualification pour la Ligue des champions? Donc, tous ceux qui vont remporter les quarts de finale vont automatiquement se rendre en Ligue des champions, car c'est les 6 meilleurs clubs de tout ce qui reste dans la CONCACAF League qui passe en Ligue des champions. Donc, juste pour vous mettre le scénario, euh, il y a le club, il y a le club du
Guatemala, Gastatoya qui a passé directement en demi-finale à cause qu'il y avait eu une double disqualification de Olympia et du club du Suriname Inter. Bon, c'est l'histoire de le club de Suriname. Oh mon Dieu, le match de la honte. Le match de la honte et on le voit distribuer de l'argent aux joueurs des deux clubs. Donc, disqualification. Donc, ça veut dire que même si Forge perd le match, ils ont juste besoin d'être un des deux meilleurs perdants sur trois pour avancer en Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont jouer comme l'année passée? Parce que l'année passée, Forge avait joué contre Marathon. Cette année, c'est tout simplement les semi-finalistes. Donc, les 4 clubs semi-finalistes passent automatiquement à la Ligue des Champions en 2022. Et ça va nous laisser avec 3 perdants. Donc, les 2 meilleurs sur 3, les 2 meilleurs perdants sur les 3 clubs restants passent également en Ligue des Champions. Donc, Forge, même dans la défaite, a d'excellentes chances de se démarquer, car jusqu'à présent, dans le classement général, si tu regardes le différentiel de but, Forge est quand même classé très haut. Donc, ils ont quand même compté 3 buts. Ils ont quand même compté plusieurs buts en ce moment. Donc, pour qu'ils se fassent éliminer, ça prendrait une catastrophe contre Santos. Donc, la question que je te pose, c'est où est-ce que tu places la CAN-PL en termes de niveau en CONCACAF? Parce que là, ça fait 2 clubs du Panama qu'on bat chez eux. Euh, Moi, je dirais, avec l'échantillon qu'on a, qui est de Forge, qui est joué 3 années de suite à CONCACAF League, je dirais, dans les premières divisions, ça serait, parce que les deuxièmes divisions, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais dans les premières divisions, ça serait après, bien sûr, Liga MX, MLS. Je pense que pour l'instant, la Ligue du Costa Rica et de Honduras sont probablement plus fortes. Ça, je me fie juste à leur meilleur club parce que ça, je ne peux pas juger, je ne connais pas assez les autres clubs. Je pense qu'après, la CANPL est là avant le Panama. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On a quand même battu 2 bons clubs du Panama, dont un, le Taureau, puis je m'amuse à répéter que même le FC Dallas en MLS n'ont pas été capables de les battre chez eux au Panama. Quelque chose que Forge a réussi à faire 2 années de suite contre 2 clubs différents, mais gagnant. Tu sais, on a toujours eu ce stigmate au Canada que on n'est pas capable de gagner en Amérique centrale. Fait que c'est une belle chose de voir nos clubs être capables de le faire. Parce que c'est comme ça que tu construis cette culture-là. Fait que là, Ouais. tu te une où est-ce que tu as des jeunes Canadiens qui jouent, puis ils apprennent à jouer dans des climats hostiles, ils apprennent à s'adapter à l'humidité, à l'adversité, et finalement, ils apprennent à gagner. Puis, tu sais, cette culture de gagner sur le terrain adverse en Amérique centrale, mais ça va les suivre. Puis, tu sais, le jour va arriver où est-ce que l'équipe nationale va appeler pas nécessairement des joueurs de CanPL, mais des joueurs qui ont passé par la CanPL dans le passé. Parce que juste fait intéressant, un des objectifs de la CanPL, c'est d'avoir au moins 50% des joueurs de l'équipe nationale ayant déjà passé par la CanPL. Fait que pas nécessairement que la moitié de l'équipe nationale soit des joueurs de CanPL, mais des joueurs qui ont passé par la CanPL. Fait que t'imagines, tu as un jeune joueur qui gagne, qui a cette culture de gagner en Amérique centrale, il bouge, il va monter dans des meilleures ligues avec des meilleurs clubs, puis quand il se fait rappeler en équipe nationale, puis ils doivent jouer contre des clubs comme le Costa Rica, puis ils doivent jouer contre le Haut-Honduras à San Pedro Sulas, mais ils n'auront pas ce complexe-là de oh non, on s'en va en Amérique centrale, ça va être difficile, il va faire chaud, les fans vont, ça va être trop pour nous. Non, ils vont déjà être aguerris parce qu'ils ont acquis cette expérience-là en club. Oui, ben, par rapport à Forge FC, ben, il y a un calendrier qui s'annonce chargé, là, d'ailleurs, avec le match. Là, on regarde leur fin de saison. Elle va être très chargée là, regarde, du 6 octobre, qui est demain, nous, on enregistre aujourd'hui 5 octobre, jusqu'au 9 novembre. Il y aura au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10 matchs. Donc, 10 matchs en un mois, puis peut-être plus, ben, on va se tenir à ça, là. Mais vu le format de CanPL avec 4 clubs en playoff cette année, puis ça, c'est mon prochain sujet, je pense que Forge va juste viser de se qualifier en playoff, puis advienne que pourra, là, comme ils vont essayer de compétitionner sur la CONCACAF League et le championnat canadien dans les prochaines semaines, là. T'en penses quoi? Ben, c'est sûr qu'ils sont en train de tourner, ils sont en train de compétitionner sur 3 volets avec la CONCACAF League, la Ligue, la CPL en Ligue et bien sûr le championnat canadien. Tu sais, ils ont quand même beaucoup de profondeur, surtout à l'attaque. Fait que je pense qu'ils vont quand même faire de leur mieux sur tous les fronts. C'est sûr, je pense que le premier objectif, c'est vraiment la Ligue des champions. Surtout, c'est vraiment à portée de main. Ensuite, c'est sûr que finir dans le top 4, c'est ce qu'ils visent, mais même avec un calendrier chargé, tu vois que Ford joue du bien meilleur football. Leur soccer est vraiment de meilleure qualité. Ils ont été chercher des pièces très intéressantes et très productives en Emery Welshman. Tu as Omar Brownie qui produit déjà. Il vient juste de commencer, il produit déjà. Tu as Woobin Spacius qui a été une belle surprise pour le club. Tu as Mo Babouli qui produit. Tu as David Choignard qui est excellent. Tu as Chris Nanko qui, bien sûr, qui amène toujours beaucoup de profondeur à l'attaque. Et ça leur donne même le luxe de faire reculer Tristan Borges au milieu de terrain, ce qu'ils ont fait là-dedans au cours du dernier match. Puis tu as Bobby Sminiotis qui est capable de changer l'alignement, de s'adapter. Ford, c'est une équipe qui est capable de s'adapter à ses adversaires et de faire des changements stratégiques en plein milieu du match. Je ne m'inquiète vraiment pas pour eux. Je suis convaincu qu'ils vont finir dans le top 4 et qu'ils vont avoir le résultat qu'ils veulent en CONCACAF League pour la Ligue des champions. Est-ce qu'ils vont répéter comme champion pour une troisième année de suite? Je ne sais pas. C'est difficile de ne pas donner ça à Pacifique, mais j'aime bien un scénario où est-ce que tu aurais Forge en Ligue des champions l'année prochaine et Pacifique en CONCACAF League l'année prochaine. Je pense qu'on est dû pour 2 clubs en compétition continentale. Ce serait vraiment bien. Parlons de ça, parlons des 4 premières places pour les playoffs. Ben, il y aura les matchs le 20 et 21 novembre. Premier 4 contre 4, 2 contre 3. Puis le premier reçoit, c'est un single match, c'est un seul match. Le premier contre quatrième se joue chez le premier, puis le deuxième contre troisième se joue chez le deuxième. Par la suite, il y aura une finale qui va se jouer chez l'équipe la mieux classée entre les deux, qui va être le 27 ou le 28 novembre. Donc, si Forge se rend au playoff, va avoir, et en finale, ben là, il va avoir un calendrier super chargé en novembre. J'ai hâte de voir ça. La finale du championnat canadien, c'est quand déjà? Euh, on n'a pas encore eu les dates officielles pour la finale, mais ouais, c'est sûr que ça fait un calendrier qui est très, très chargé. Puis, d'ailleurs, ce qu'on a aussi remarqué avec le nouveau calendrier pour la fin de la saison pour la CanPL, c'est qu'ils ont prolongé leur ligue. Ils ont prolongé l'horaire de la ligue, fait que la ligue va finir beaucoup plus tard. Donc, on peut s'imaginer, dépendamment c'est qui va recevoir pour le match de la finale, il va faire très froid. Mais ce n'est pas une mauvaise chose parce que je pense que la ligue est rendue à un point où est-ce que leur horaire devrait permettre de distancer un peu les matchs pour donner la chance aux joueurs de récupérer après les matchs, leur donner la chance de s'entraîner. Puis, tu sais, le voyagement au Canada, c'est quand même beaucoup. C'est comparable à ce qui se fait. Il y en a même qui disent que c'est comparable au voyagement qu'on voit dans la Ligue en Russie, qui parcourt des grosses distances. Donc, je pense que le repos, c'est un point additionnel. Ça limiterait les blessures. Donc, si tu peux avoir un calendrier qui commence en début avril et qui se termine peut-être début novembre, mi-novembre, c'est une bonne chose. Tu as besoin de moins de matchs en mi-semaine qui n'attirent pas beaucoup de spectateurs. Puis, ça fait augmenter la qualité de ta ligue en général. Puis, tu préviens les blessures. Mais par rapport à Fait la Russie, excuse-moi de t'interrompre, mais il ne faut pas oublier. C'est vrai qu'en Russie, il y a des gros, gros déplacements.
Mais Ouais. l'affaire, c'est qu'en Russie, il y a quand même genre la moitié de la ligue qui est autour de Moscou, là. Donc, il y a la moitié de la ligue qui ne se déplace pas beaucoup. Quand elle se déplace, ben oui, là, elle se déplace beaucoup. Mais alors qu'en CanPL, on n'a pas encore beaucoup d'équipes, par exemple, dans le sud de l'Ontario. Donc, on n'est pas encore rendu là, genre, à avoir la moitié des équipes qui ont un certain avantage géographique, puis l'autre qui déplace, là. Ouais, ça va venir. Puis c'était quand on parle de déplacement, c'est parce qu'ils font beaucoup de déplacements en très peu de temps. C'est ça le problème. T'as des clubs qui jouent deux, trois matchs en 7, 8 ou 9 jours. Ça, c'est un gros problème. Puis j'espère que ça, c'est la chance pour la Ligue d'utiliser la circonstance de la COVID pour expérimenter puis tenter des choses. Puis ils vont voir de quoi ça a l'air jouer du foot en mi-novembre. Puis peut-être qu'ils vont voir, ben, fin novembre, c'est trop froid, on va essayer de reculer ça à la mi-novembre ou en début novembre. Mais c'est clair qu'ils doivent arrêter de faire des horaires, des calendriers comprimés. C'est pas bon pour les joueurs, c'est pas bon pour la qualité, c'est pas bon pour le spectacle et c'est pas bon pour les fans que oui, ils veulent supporter la Ligue, mais c'est beaucoup leur demander d'aller regarder, de payer des billets à chaque 5, 6 jours, puis d'y aller le soir à 6 heures le soir ou à 7 heures le soir. Quand il y a beaucoup de trafic dans des grandes villes, c'est beaucoup demandé. Fait que, on, on espère qu'ils vont apprendre de cette expérience. Puis j'ai déjà très hâte à la finale. Prédiction, qui tu penses qui va être champion? Euh, on va dire Pacifique, là, Bustos revient, là. Je pense que Pacifique le mérite, là. Puis l'ensemble de, de Pamaduka aux joueurs impliqués, là, ils ont été exemplaires cette année, là. Je pense qu'ils le méritent très bien, mais je m'attends à ce que la compétition soit féroce, là. Vous n'oubliez pas que c'est single match demi-finale, puis single match finale. Fait que tout peut arriver. Là, on a déjà, tu sais, Forge, Cavalry, Pacific, pas mal sûr qui font les séries. C'est la dernière place qui est un peu, un peu comment on dit ça, toujours en jeu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Toujours en jeu entre York, Valor et peut-être d'autres qui pouvaient se remonter au classement, là, ce qui n'est pas impossible. Fait que ça va être intéressant de voir la course pour le top 4 et je partage ton avis. Je pense que le Pacifique va remporter le championnat. Ouais. On verra bien. De toute façon, il reste encore plusieurs semaines à suivre la Ligue. Je voulais informer nos auditeurs qui aiment bien qu'on parle de l'équipe nationale canadienne qu'il y aura une tournée pour célébrer la médaille d'or aux Olympiques. Il y aura un match à Ottawa et un match à Montréal. Si je ne me trompe pas, c'est les 26 et 28 octobre. Les deux matchs sont contre la Nouvelle-Zélande. Donc, ça va être un autre événement qu'on va suivre dans les prochaines semaines. Là, ça fait un bout qu'on n'a pas parlé de l'équipe nationale féminine, mais il se passe plein d'affaires entre le scandale en NWSL et cette tournée et tout, là. Donc, dans les prochaines semaines, on va revenir là-dessus. Également, il y a la Colombie-Britannique qui a annoncé aujourd'hui la création de la BC League One, qui va être la Ligue semi-professionnelle en Colombie-Britannique, du côté masculin et féminin. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations. Même le logo n'est pas sorti. Donc, c'est juste une annonce, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on va suivre et qu'on abordera plus en détail dans les prochaines semaines ou mois quand on aura plus d'informations. Mais je sais que nos auditeurs, ils ont hâte. Toi, justement, Alex, tu as écrit un article là-dessus il y a une couple de mois. T'avais hâte, là, j'espère que tu disais, là, c'est cette année, c'est cette année. Donc, ça va être ça. Ben, Alex, merci encore. On a eu un programme chargé aujourd'hui, là. On a eu des bonnes discussions. Oui, merci. Merci d'avoir pris part à la discussion. Toujours le fun de parler de soccer canadien. Puis on va souhaiter la meilleure des chances à l'équipe nationale et aux équipes de la CanPL pour le reste de la saison, sans oublier nos clubs canadiens en MLS. Exactement. Ben, merci Alex à nouveau. Un petit coucou à Heidi, voir si c'est rendu jusqu'à la fin. Et merci à nos auditeurs et à la semaine prochaine.